On est prêt? Allez. Bon, je fais quand même le speech au cas où il y a quelqu'un à distance qui a besoin de se renseigner sur l'assaut. Petite présentation de l'assaut. On est une association à but pédagogique sur Bitcoin et on se réunit tous les premiers mercredis du mois dans le but de parler de notre écosystème sous plein de prismes différents, parfois politiques, parfois géopolitiques, parfois économiques, parfois technologiques et parfois on fait des workshops ou des choses comme ça pour vous aider à évoluer dans notre écosystème. Il y a deux moyens de nous suivre principaux, avec un QR code à gauche pour vous abonner à notre newsletter pour recevoir un mail par mois qui va donner le sujet du prochain meet-up. Le meet-up, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est chaque premier mercredi du mois. Et à droite, le canal Telegram pour ceux qui veulent entendre parler de nous entre chaque meet-up et nous poser des questions, nous demander des conseils. Parfois, on partage des articles, des choses comme ça. Bref, faire partie de la communauté des bitcoiners angevins. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur l'association? Bon, aujourd'hui, on va parler, ça va être une présentation peut-être un peu plus technique que d'habitude, mais j'ai essayé de la rendre la plus simple possible et la plus pratique possible. Donc, il y aura des cas concrets à la fin. Et on va parler de Bitcoin Miniscript, qui est un petit langage qui permet de définir des règles de dépenses, donc de construire en fait des portefeuilles sur mesure pour bloquer des fonds avec toute la créativité dont vous pouvez avoir besoin si vous êtes un chef d'entreprise, quelqu'un qui a besoin de faire hériter ses bitcoins ou si vous avez peur des enlèvements et que vous voulez bloquer vos fonds pendant un certain temps ou des choses comme ça. Bref, on aurait envie de bloquer ces bitcoins à plein de cadenas différents. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les outils avant Miniscript pour le faire de manière sécurisée. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que ça commence à devenir un standard assez répandu et de plus en plus de wallets le supportent. Bon, avant, il faut rappeler quand même que Bitcoin, c'est un outil qui permet d'envoyer et de recevoir de l'argent, hein, donc des bitcoins. Donc ici, j'ai représenté un portefeuille. Pour l'instant, on n'a pas reçu de Bitcoin, donc il est vide avec une balance de 0 BTC. Et donc on va voir ce qui se passe quand on reçoit des fonds. Ici, il y a une transaction de 0,5 Bitcoin qui m'a été envoyée et on voit que mon portefeuille maintenant contient une pièce, donc un morceau de Bitcoin du montant que j'ai reçu, 0,5 Bitcoin, avec mon portefeuille qui affiche une balance logiquement du même montant, 0,5 Bitcoin. On peut se demander ce qui va arriver quand je reçois à nouveau des fonds. Est-ce que du coup mon morceau de 0,5 Bitcoin va se transformer en un morceau de 0,5 Bitcoin plus le nouveau montant que j'ai reçu? La réponse, c'est pas tout à fait, parce que comme pour le cash, quand on accumule des pièces et des billets, on les accumule vraiment. On ne va pas les fondre ensemble pour faire une plus grosse pièce. Sur Bitcoin, c'est pareil. On reçoit des pièces, on les accumule dans notre portefeuille. Par contre, le portefeuille est suffisamment intelligent pour vous donner une balance globale de 1,5 Bitcoin dans ce cas-là. Il sait faire tout simplement une addition avec toutes les pièces qu'il possède en interne. Et ici, il y a une dernière transaction de 0,2 Bitcoin pour une balance totale de 1,7 Bitcoin. Bon, on a reçu, mais maintenant l'idée c'est de voir ce qui se passe quand on envoie. Et encore une fois, c'est pareil que dans le modèle du cash. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la boulangerie pour acheter quelque chose? On sélectionne des pièces et des billets dans sa poche pour atteindre le montant de la dépense, en fait, pour couvrir la dépense. Et en général même, on dépasse ce montant-là parce qu'on sait qu'on va avoir du cash en retour. On appelle ça le change. Bref, on nous rend la monnaie. C'est le même principe sur Bitcoin. Si je veux envoyer des fonds à quelqu'un, je sélectionne des morceaux de Bitcoin, hein, donc des pièces dans l'équivalent des pièces sur Bitcoin. On verra après qu'on appelle ça des UTXO, mais peu importe, c'est juste le nom technique pour des pièces sur Bitcoin. On vient sélectionner suffisamment de pièces pour couvrir la dépense. Ici, j'ai voulu envoyer 1,1 Bitcoin à Alice. J'ai dit à mon portefeuille que je voulais envoyer ce montant-là à Alice. Il a sélectionné en interne suffisamment de pièces, ici une pièce de 1 et une pièce de 0,2 qui couvrent bien la dépense de 1,1 Bitcoin que je voulais envoyer. Et vu que j'ai dépassé le montant,
Ah ouais, j'ai pas changé après mon copier-coller. Bon, hem, bref, j'ai dépensé mes 2 pièces, j'ai envoyé 1,1 bitcoin à Alice et là, en effet, il y a une erreur. Le change, c'est 0,1 et c'est pas 0,6. Il faudrait, faire la modification. Du coup, qu'est-ce qui se passe après la transaction? Eh bien, mes morceaux de bitcoin, mes 2 morceaux de bitcoin, je les ai dépensés, ils, sortent de mon wallet et il y a le change qui re-rentre dans mon wallet, hem et il y a le portefeuille d'Alice qui a reçu ses 1,1, bitcoin. OK? Donc ça fonctionne, comme ça, sur Bitcoin, un peu comme sur le modèle du cash. Bon, on a vu qu'il y avait des morceaux de Bitcoin, mais du coup, c'est quoi, ces fameuses pièces sur Bitcoin? Ça, on appelle ça un UTXO, alors ça veut dire Unspent Transaction Output, mais peu importe ce que ça veut dire, on n'est pas là pour ça. C'est juste un morceau de Bitcoin qui n'a pas encore été dépensé et donc qui est dépensable par votre wallet. Ici, on a un UTXO de 0,5 Bitcoin. Mais la question, c'est est-ce que c'est suffisant d'avoir un UTXO, enfin une valeur attachée à un UTXO? Un UTXO, c'est aussi rattaché à quelqu'un. Et donc la définition formelle d'un UTXO, c'est un montant qui est associé à un titre de propriété. Et ce titre de propriété, il faut bien l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et Bitcoin a un langage, un petit langage de programmation interne qu'on appelle Bitcoin Script, qui permet d'associer un titre de propriété à un montant. Ok, donc ce que j'ai appelé une pièce tout à l'heure, un morceau de Bitcoin ou bien un UTXO, c'est juste un montant associé à un titre de propriété qui rattache donc le montant à une personne, sous-entendu la personne qui a les droits sur le titre de propriété. Et c'est de cette deuxième partie qu'on va parler dans cette présentation, de la partie Bitcoin Script. Et en fait, Miniscript vient simplifier la création de Bitcoin, de titres de propriété qui avant étaient très complexes, voire impossibles à créer en pratique. Et avec Miniscript, on arrive à les créer d'une manière très sympa. On va le voir. Il y aura dans cette présentation, du coup, 3 niveaux d'abstraction. L'idée, c'est d'écrire nos conditions de dépense comme le langage qui est à gauche. On appelle ça le langage policy. C'est un langage qui est normalement très facilement lisible. Ici, on voit que pour effectuer la dépense, il faut au choix passer par le chemin par la clé A, donc fournir une signature qui est associée à la clé A, ou bien réunir 2 conditions, la clé B et avoir une pièce qui est vieille de 144 blocs. Bon, on ne va pas détailler tous ces scripts ici, il y aura des exemples tout à l'heure, mais on voit visuellement déjà dans ces 3 exemples qu'on a envie plutôt, si on devait choisir un de ces langages pour exprimer les titres de propriété, on a envie de choisir celui de gauche. Et voilà. Miniscript, c'est pas celui de gauche, c'est celui du milieu. Donc Miniscript, en fait, c'est un peu plus compliqué que le langage Policy, et c'est par contre un langage qui va avoir beaucoup de caractéristiques sympas qui vont nous offrir des garanties de sécurité. Par exemple, OK, on a bloqué les fonds ici, mais est-ce qu'on est sûr qu'on les a vraiment bloqués ici, qu'on peut les dépenser selon le chemin de dépense qu'on pensait? Est-ce qu'il y a d'autres chemins de dépense auxquels on n'avait pas pensé et donc quelqu'un pourrait voler les fonds? Bref, on complexifie la syntaxe, mais ce n'est pas à l'usage de l'utilisateur Miniscript, c'est pour votre wallet. Et le wallet, ça va lui permettre de faire plein d'analyses et de s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies. Et puis le langage qui est réellement natif de Bitcoin, c'est Bitcoin Script. Et on voit que là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et on n'a pas du tout envie d'écrire des choses en Bitcoin Script. Maintenant, on va passer niveau par niveau pour comprendre un peu les caractéristiques de chaque langage, à quoi ça ressemble et les caractéristiques. Donc, le niveau 1, c'est le niveau Bitcoin natif à la machinerie interne de Bitcoin, Bitcoin Script. On a la puissance maximale ici parce que on travaille dans le langage natif de Bitcoin, donc on peut exprimer toutes les conditions que l'on veut. C'est comme si on écrivait en assembleur sur un ordinateur. C'est chiant, personne n'a envie de le faire, mais il y a certains logiciels qui sont quand même codés en assembleur parce que ça permet d'être beaucoup plus optimisé, de tout contrôler. Donc voilà, on a un accès à tous les opcodes, donc une puissance maximale, un contrôle total de l'implémentation, mais évidemment, ça vient avec des problèmes. C'est super difficile à écrire et à raisonner. Si je vous donne ce script, il vous faudra probablement un certain temps pour que vous me disiez ce script peut être dépensé par telle personne,
et uniquement telle personne, etc. On n'a pas ce que j'ai appelé de composition naturelle, c'est-à-dire que si on a un script qui a une condition de dépense A et un script qui a une condition de dépense B, on ne peut pas simplement les mettre ensemble pour dire c'est soit la condition de dépense A, soit la condition de dépense B. Il faut réécrire tout le script en partant du principe que l'on veut faire soit la condition A, soit la condition B. Il n'y a pas d'opération simple qui permet de regrouper les deux. On n'a pas d'analyse statique. L'analyse statique, ça va être en fait, votre wallet ne va pas être capable, en regardant Bitcoin Script, de simplement savoir voici comment je peux dépenser ces fonds, voici comment je dois construire la transaction de dépense. Et du coup, ça devient un enfer et c'est impossible d'avoir une interopérabilité des wallets. Donc les wallets, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils vous proposent certains formats de Bitcoin Script. Globalement, ils vous proposent de bloquer les fonds à une clé basique ou bien de bloquer les fonds à un portefeuille multisignature, mais à peu près aucun va vous proposer de bloquer les fonds autrement que ça, parce que c'est compliqué en fait d'avoir toutes les garanties qu'on voudra avoir. Donc les wallets, ils proposent aujourd'hui des templates, c'est-à-dire des morceaux des Bitcoin scripts. On sait qu'ils fonctionnent bien, ils sont suffisamment simples pour qu'on puisse facilement raisonner, et donc on a l'assurance que les fonds sont bloqués de telle manière et qu'ils ne peuvent pas être dépensés d'une autre manière imprévue. Alors, c'est un langage avec donc plein d'opérateurs. On ne va pas du tout détailler tout ça, mais on peut faire plusieurs types d'opérations. Il y a des opérateurs pour gérer la mémoire, pour mettre des données en mémoire et bouger la mémoire. On a des opérateurs, par exemple, pour faire des additions, des choses comme ça. On a des opérateurs que j'ai mis dans la case désactivée, par exemple la multiplication op-mul ou bien la division op-div et tous les autres qui sont dans cette même case. En fait, ils ont été désactivés par Satoshi Nakamoto. Donc il y a beaucoup de personnes qui vous disent que Bitcoin n'est pas assez sophistiqué, par exemple par rapport à Ethereum, etc. C'est des arguments de l'écosystème Ethereum. En fait, Bitcoin est, au contraire, il doit être simple parce qu'on a envie de raisonner dessus simplement et d'avoir tout un tas de garanties de sécurité. Et donc, le réflexe de Satoshi Nakamoto, quand on avait potentiellement des erreurs d'implémentation dans certains de ses opérateurs, ça a été de tous les virer, enfin de virer tous ceux qui sont dans la case désactivée, pour être sûr de mettre de côté ces problèmes et continuer quand même avec les autres opérateurs. Bon, on va reconnaître par exemple des opérateurs op-checksig qui vont vérifier des signatures. C'est ce que vont faire tous vos portefeuilles aujourd'hui. Enfin, tous vos fonds vont être bloqués en général à une clé publique et on va faire une vérification de signature et donc on l'exprime avec un opérateur op-checksig. Bon, on va voir un exemple de ce à quoi ça ressemble. Ici, j'ai donné 4 cas. À gauche, on a un script de verrouillage, donc c'est le titre de propriété auquel les fonds sont bloqués. Ce que j'ai appelé script de déverrouillage, c'est ce que l'on doit fournir lorsque l'on construit la transaction de dépense. Et il y a une petite description. Donc en fait, Satoshi Nakamoto aurait pu bloquer sur Bitcoin, dire que les fonds sont bloqués à des clés publiques, par exemple, directement, et demander aux utilisateurs de fournir une signature pour prouver qu'ils possèdent la clé. Satoshi Nakamoto est allé plus loin et a inventé ce langage de programmation justement pour avoir toute la créativité que l'utilisateur pourrait avoir besoin. Et si dans le futur, Bitcoin est utilisé internationalement et qu'on veut faire des transactions de séquestre? Et si un conseil d'administration d'une entreprise veut créer un portefeuille avancé? Une clé, ça ne va peut-être pas suffire. Comment on fait pour avoir plusieurs cosignataires, etc. etc. Du coup, il a inventé ce langage de programmation. Les fonds sont bloqués à un titre de propriété exprimé dans ce langage de programmation. Et lors de la dépense, on doit fournir le nécessaire pour que ce programme, qui est un vrai programme, qui s'exécute comme un ordinateur exécute les programmes que vous avez sur vos ordis, la machinerie interne de Bitcoin va exécuter le programme. Et si le programme répond, est satisfait, alors la dépense peut être effectuée. Sinon, la dépense ne sera pas faite. Exemple, ici, j'ai bloqué les fonds à Alice, donc j'ai mis la clé publique d'Alice et l'opérateur op-checksig. Lors de la dépense, j'ai dû fournir la signature. Le script va être exécuté. La signature va être vérifiée dans le contexte de la transaction en cours de dépense contre la clé publique auquel j'avais bloqué les fonds. Si j'ai donné une signature correcte,
le script s'exécutera correctement et la dépense sera faite. Si la signature est mauvaise, le script ne s'exécutera pas correctement et le consensus n'acceptera jamais ma transaction parce que ça ne s'exécute pas correctement. Dans le second cas, j'ai mis un portefeuille multisignature. Donc ici, on a bloqué des fonds à Alice, Bob et Carole, tous à la fois. On voit qu'il y a un 2 et on voit qu'il y a un 3 dans mon script de verrouillage. Ça veut dire qu'on doit réunir 2 signatures produites par 2 des 3 co-signataires. Donc le 2, c'est pour le seuil à atteindre en termes de nombre de signatures à fournir. Le 3, c'est le nombre de signataires. Et on a bien mis les 3 clés publiques, Alice, Bob et Carole, auxquelles les fonds ont été bloqués. Et on a cet opérateur op-check multisig qui va demander à Bitcoin de vérifier toute cette logique. Du coup, pour déverrouiller les fonds, on va devoir donner soit la signature d'Alice et Bob, soit la signature de Carole et Bob, soit la signature d'Alice et Carole. Bref, 2 signatures parmi les 3 signataires. Dans le troisième exemple, j'ai bloqué les fonds en n'utilisant plus le concept de clé de cryptographie asymétrique. Ici, je bloque les fonds à une sorte de mot de passe. Donc, je bloque les fonds à une donnée, à un mot de passe, et lors de la dépense, je dois fournir le mot de passe, et on va vérifier, la machinerie interne de Bitcoin va vérifier que c'était bien le bon mot de passe. Bon. Du coup, celui qui peut dépenser ici, c'est celui qui connaît le mot de passe, et ce n'est pas spécifiquement Alice, parce qu'elle aurait une clé et qu'elle serait la seule à faire la dépense. Le dernier exemple est un peu plus compliqué. Ici, j'ai implémenté un portefeuille dans lequel soit Alice peut dépenser les fonds, soit Bob peut dépenser les fonds. Donc, lors de la dépense, je vais fournir soit la signature d'Alice, soit la signature de Bob. Et mon script de verrouillage, le hop-dup, va dupliquer la signature. Ça permet de vérifier la signature pour Alice. C'est pour ça qu'il y a le Alice hop-check sig. Et puis ensuite pour Bob, et c'est pour ça qu'il y a le Bob hop-check sig. Bool OR, ça fait l'opération de OU qu'on cherchait, soit Alice, soit Bob. Il y a un OU entre les deux. Et donc, j'ai bloqué les fonds à Alice ou Bob. Enfin, est-ce que j'ai vraiment bloqué les fonds à Alice ou Bob? Parce que c'est super compliqué d'écrire du Bitcoin script. Et donc, j'ai fait exprès d'introduire tout un tas d'erreurs. Et en fait, les fonds sont potentiellement dépensables par tout le monde. Ici, deuxième ligne, ma transaction de dépense ne fonctionne pas parce qu'il y a un bug dans l'opérateur opcheck multisig. Et donc, je dois fournir des données additionnelles qui vont être mangées par le programme, mais jamais utilisées. Mais si je ne les donne pas, ça ne fonctionne pas. J'avais inversé Bob et Carole. J'avais mis Carole Bob. Ben, en fait, on doit fournir les signatures lors de la dépense dans le même ordre que leur apparition dans le script de verrouillage. Et puis, j'avais oublié de faire une petite opération de gestion de mémoire dans mon dernier portefeuille avec soit Alice, soit Bob. Et donc, au final, l'un des deux, je crois que Bob ne pourra jamais dépenser les fonds. Donc, au final, j'ai juste bloqué les fonds à Alice. Bref, cette slide avait pour but de vous montrer un peu à quoi ressemblent les titres de propriété sur Bitcoin et surtout à vous encourager à ne jamais toucher à ça, ce n'est pas votre job. Même moi, je l'ai fait, mais jamais je mets des vrais fonds dessus, c'est vraiment pour le test. Et c'est pour ça que les portefeuilles proposent globalement 2 templates. Vous bloquez les fonds à une clé ou à un portefeuille multisignature parce qu'on a fait toutes les vérifications qu'il fallait et on ne va pas s'amuser à faire des trucs un peu plus compliqués. Alors du coup, petit exercice, est-ce que vous arriveriez à me dire, est-ce que vous auriez une intuition de ce que ferait ce titre de propriété? Donc c'est vraiment un titre de propriété. En bas à droite, vous avez un lien vers un explorateur d'une transaction qui l'utilise. Est-ce que vous auriez une idée, une intuition de ce que ça ferait? Vous pouvez ignorer les hop swap, c'est juste pour une petite gestion de mémoire dont vous n'avez pas besoin. Il y a énormément de place qui est prise par les clés publiques. Bon, considérez juste que c'est des clés publiques à chaque fois différentes. Et donc, sur la partie droite, sachant qu'on exécute le script dans l'ordre de lecture, est-ce que vous auriez juste une intuition de ce que ça peut faire? Parce que je vous ai montré que vous ne voulez pas les écrire. Maintenant, je vais vous montrer que vous n'avez pas forcément envie de les lire non plus, parce que ce n'est pas spécialement simple à lire. Est-ce que quelqu'un a une idée? On commence par la première ligne.
On a une clé publique et on demande la vérification d'une signature. Si la signature était correcte, c'est le hop if, on met un nombre 1 64 837 en mémoire. Et sinon, on met 0. Donc la première ligne, je vous dis ce que ça fait, ça initialise une sorte de compteur. Et ensuite, les lignes suivantes, elles font quoi? Si les signatures des lignes suivantes sont correctes, elles font quoi? Ouais. On ajoute au compteur le nombre qui est sur la ligne correspondante, donc le nombre qui est juste à gauche du hop add. Je réexprime la chose. On a initialisé un compteur et à chaque fois qu'une signature est correcte, on a ajouté un poids qu'on avait associé lors de la création du portefeuille à cette signature. Et que fait la dernière ligne? Ouais, c'est ça. Donc la dernière ligne définit le seuil qu'il faut dépasser pour que la dépense puisse être effectuée. On vérifie que le résultat de toutes les additions est supérieur à le seuil qu'on avait mis. Alors du coup, ça fait quoi concrètement? C'est un multisig, mais un peu plus sophistiqué. Donc au lieu d'avoir un quorum avec un nombre de personnes qu'il faut atteindre, on a des différents poids, des pouvoirs de vote en fait, et on doit récolter suffisamment de signatures. Ça peut être une qui a beaucoup de droits de vote, ça peut être 10 qui ont des petits, et voilà, reste un portefeuille multisignature, mais un peu plus sophistiqué. Et pour le contexte, c'est utilisé pour un protocole dont j'ai oublié le nom, un protocole de seconde couche de Bitcoin. Bon, je ne me suis pas intéressé au sujet, mais c'est vraiment utilisé. Ok, donc Bitcoin Script, c'est galère à écrire. Bon, ça se lit, mais il faut y prendre un peu de temps. Et en lisant ça, ok, on comprend pourquoi ce que je viens de dire fonctionne, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin de dépense? Comment on peut garantir que c'est le seul chemin de dépense? Oui, donc là, j'ai montré du coup ce qu'il fallait fournir lors de la dépense. Il faut fournir soit des signatures, soit rien, une donnée vide pour dire qu'on n'a pas la signature. Et si on a récolté suffisamment de signatures, la dépense sera faite. Bon, du coup, Bitcoin Script, ça ne nous satisfait pas. Regardons, c'est le titre de cette présentation, Miniscript. L'idée de Miniscript, c'est que c'est un langage qui, déjà, va être déterministe. Déterministe, ça veut dire que si vous dites à votre wallet, vous exprimez votre condition de dépense en Miniscript, ça sera toujours équivalent à une série d'opérateurs Bitcoin Script et ça ne va jamais changer. Cette série d'opérateurs Bitcoin Script ne changera jamais. Donc on fixe le wallet complètement avec ce genre d'expression. On voit qu'il y a tout un tas de choses. Par exemple, on ne fait pas simplement un OU, on fait un OU mais qui a un certain type. On voit que c'est le OU du type D. Et on voit que c'est un et, mais de type V. Et on voit que là, il y avait une clé B, mais on met un truc devant V2 points. Bref, il y a toute cette histoire de typage qui intervient et qui va permettre, par exemple, de faire de l'analyse statique, par exemple des vérifications formelles de ce qu'on va appeler la correctness, c'est-à-dire que le système garantit que les fragments se composent sans erreur. En gros, ici, j'ai un et dans un ou. Comment le wallet peut s'assurer que ça fonctionne? Parce que le typage lui assure que, en gros, on n'a pas essayé de rentrer un carré dans un rond. C'est des fragments de script qui fonctionnent bien ensemble. Bon, il y a d'autres propriétés, la soonness, c'est-à-dire qu'aucun chemin de dépense, qu'il n'y a aucun chemin de dépense non intentionnel. Donc, si on exprime quelque chose, on ne pourra pas dépenser les fonds d'une autre manière. Et la completeness, c'est toutes les conditions qu'on a exprimées, on peut dépenser selon ces conditions si elles sont valides. Bon, c'est un peu barbant, mais en gros, ça veut dire que ça fonctionne comme on a envie que ça fonctionne. Et tout l'aspect analyse statique, c'est juste pour l'aspect sécurité et pour que les wallets puissent faire des vérifications, puis être capable de construire les transactions de dépenses sans avoir cette notion de template. On peut fournir n'importe quel mini-script à un portefeuille et il saura comment le gérer. Est-ce que je dois attendre que les fonds se débloquent? Est-ce que je dois réunir une signature? Est-ce que je dois réunir après un certain temps deux signatures, etc., etc.
Du coup, il y a une interopérabilité. Tous les wallets, tous les portefeuilles qui supportent Miniscript vont être capables de gérer vos transactions, même si vous avez un portefeuille customisé. Bon, par contre, on voit que c'est toujours difficile à écrire à la main. Ça se lit bien. Il suffit d'ignorer les underscore D et les V2 points. Et on voit qu'on obtient exactement en fait, la même chose que ce qu'on avait ici à gauche. Donc c'est relativement simple à lire. Alors on n'obtient pas toujours exactement la même chose, mais c'est toujours suffisamment lisible quand on ignore les types. Et voilà, j'en ai fini pour Miniscript. Alors j'ai dit que du coup il y avait une équivalence entre l'expression Miniscript et Bitcoin Script. On ne va pas passer longtemps hein, sur ces choses qui sont un peu techniques, mais en gros quand on a une clé, ça va toujours correspondre à la clé suivie de object_sig. Et puis quand on a un end underscore v comme on avait tout à l'heure, ça va toujours être ce qu'on avait mis en première position suivi de ce qu'on avait mis en deuxième position. Bref, on a une équivalence. On a un système aussi de conversion, mais encore une fois, il y a une équivalence. Quand on avait le V2 point tout à l'heure, ça voulait dire qu'on le remplaçait par le Bitcoin script qui est sur la ligne correspondante. Et puis il y a une notion de type pour ne pas mettre les carrés dans les ronds comme j'ai expliqué tout à l'heure, que je ne vais pas expliquer, mais on a compris le principe. On veut que tout fonctionne correctement et qu'on ait toutes les garanties de sécurité que l'on attend d'un portefeuille. Nous, on ne va pas écrire des choses en mini-script. On va compiler ce qu'on appelle une policy. La policy, c'est la politique de gouvernance. On va la compiler en mini-script qui va être utilisé par votre portefeuille. Donc, le langage de policy, on voit qu'on s'est débarrassé complètement de tout l'aspect typage. On n'a plus qu'un seul OR, on n'a pas plusieurs types de OR différents. Pareil, on n'a pas plusieurs types de AND différents. Donc c'est facile à lire et à écrire pour les humains. Il y a une très bonne composabilité. Ça veut dire que si on a un portefeuille, on peut remplacer une partie de ce portefeuille. Imaginons qu'on a un portefeuille condition de dépense A ou condition de dépense B. Bah, si on veut, on peut remplacer condition de dépense B par tout un portefeuille complet et ça va fonctionner, ça va bien se compiler ensemble. On va voir des exemples juste après. Le problème, donc l'avantage c'est qu'on écrit notre intention dans ce langage-là et derrière, comme c'est un compilateur qui va derrière fournir le nécessaire à votre wallet, le compilateur va faire toutes les optimisations dont vous auriez besoin, c'est-à-dire des optimisations pour la vie privée ou bien des optimisations pour réduire les frais de transaction. Il y a 2-3 problèmes. C'est non standardisé dans le sens que deux compilateurs différents peuvent produire des mini-scripts différents. Donc on ne peut pas bloquer. En fait, la policy ne suffit pas. C'est vraiment le mini-script qui caractérise le wallet. Deux compilateurs peuvent exécuter la même expression, notre même politique de gouvernance, et l'interpréter de deux manières différentes. Enfin, la programmer de deux manières différentes. C'est pas utilisable directement on-chain ou dans les... Pourquoi j'ai mis ça? Ouais, bon, on va pas expliquer ça. Et par contre, on n'a aucun contrôle sur le script final. Hein. On a dit qu'on produisait quelque chose et derrière, il y avait une étape de compilation. Bon, c'est comme les logiciels sur vos ordinateurs. Les développeurs l'écrivent dans un langage intelligible et derrière, ça devient du binaire incompréhensible. Là, c'est un peu le même principe. On écrit quelque chose qu'on comprend, mais derrière, on voit le Bitcoin script et on n'a pas eu vraiment d'impact dessus. C'est le compilateur qui a eu cet impact. Du coup, c'est un langage qui est composé des fragments suivants. On peut soit bloquer les fonds à une clé, soit dire, donner une condition pour que les fonds soient dépensés après un certain moment, soit de manière absolue, soit de manière relative, c'est-à-dire soit à telle date,
soit dans tant de blocs, par exemple. Bon, je passe les deux lignes suivantes qui nous permettaient de faire des mots de passe tout à l'heure, mais qu'on ne va pas trop utiliser. Si je crois que j'ai juste un exemple dessus. On peut faire des compositions avec des « et » ou des « ou ». Donc on peut dire par exemple une clé ou une clé et une autre. Et on peut dire, là c'est un portefeuille à seuil, on veut réunir K conditions parmi les N propositions de conditions. Bon, je vais avoir des exemples. Dans l'exemple 1, j'ai implémenté une clé de secours ou bien un portefeuille d'héritage. Donc quelqu'un par exemple aurait une clé A et se dirait soit la clé A dépense, tant que je suis encore en vie par exemple, mais il y a une deuxième condition de dépense, c'est la clé B, sous la condition que la pièce est vieille de 100 jours dans ce cas-là. Donc soit peut être utilisé par exemple pour un héritage, ou bien on peut l'utiliser par exemple, vous avez une clé, mais peut-être que vous allez perdre cette clé, et donc vous avez une autre clé de backup qui peut s'activer si vous avez perdu la première. Dans la deuxième condition, j'ai juste bloqué des fonds temporellement. Donc il y a une clé qui est capable de dépenser les fonds, mais il faut que c'est un « et », donc il faut que les conditions pour la dépense par la clé soient réunies et le temps soit passé. Ici, j'ai mis un temps en bloc de 1234 blocs. J'ai deux autres exemples. Ici, il faut atteindre un seuil de 3 conditions parmi les 4 conditions que j'ai listées. Un portefeuille avec une clé basique A, une clé B, une clé C. Et la quatrième condition, c'est être vieux de 10 jours. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire ce que fait le portefeuille selon si on est avant ou après les 10 jours? Est-ce que vous avez une idée? Avant les 10 jours, il faut les 3 clés. Ouais, avant les 10 jours, on ne peut pas utiliser cette condition. Donc, vu qu'il faut réunir 3 conditions, c'est forcément les 3 clés. Donc, c'est un portefeuille 3 parmi 3. Et après les 10 jours, c'est quoi du coup? C'est un 2 parmi 3 parce qu'on peut sauter une signature et utiliser le fait que les fonds sont vieux d'un certain nombre de blocs. Un peu plus compliqué pour le dernier exemple. Donc, ouais, c'est ce qu'on appelait un multisieve dégressif. On a un seuil qui est assez élevé, 3 parmi 3, c'est assez strict, et on vient baisser le seuil au bout d'un certain temps. Et l'exemple 4, est-ce que quelqu'un a une idée? Un peu plus compliqué. Donc on a un « ou » déjà. La première condition, c'est le premier seuil. Et la deuxième condition, c'est le « et ». Okay, dans le « et », on voit qu'il y a un autre seuil et le fait d'être plus vieux que 100 jours. Donc voilà, soit il faut atteindre un certain seuil, soit il faut atteindre un autre seuil, mais après 100 jours. Et du coup, chacun des seuils, ils font quoi? Ouais, donc dans le premier, c'est un portefeuille 2 parmi 2. Et dans le deuxième cas, c'est un 2 parmi 3. Donc, à gauche, j'avais baissé le seuil pour assouplir les conditions de dépense après le timer. Et à droite, j'ai ajouté un signataire. C'est le même seuil, mais j'ai ajouté un signataire pour assouplir les conditions de dépense. Donc, dans les deux cas, on assouplit les conditions de dépense parce qu'on s'imagine que dans un certain temps, on aura peut-être perdu les clés. Mais à gauche, on baisse le seuil et à droite, on ajoute un signataire. Et évidemment, je l'ai dit, tout ça est composable. On peut remplacer la clé B par tout le portefeuille de droite si on veut. Et ça va marcher. OK. Je pense qu'il est peut-être temps de donner un exemple de la vie réelle avec un vrai logiciel, un vrai portefeuille et recevoir vraiment des fonds. Est-ce que vous avez envie d'implémenter un portefeuille particulier? J'ai donné plusieurs exemples. On peut implémenter celui que vous voulez. Succession. Lequel? Succession. La succession. Donc on va implémenter celui-ci. C'est ça, hein? Alors, on se souvient de l'histoire du compilateur. Si vous voulez écrire vos propres policies, oui, donc je ne l'ai pas dit, mais
Ça, c'est un langage, l'idée, c'est pas forcément de le mettre dans la main de l'utilisateur. C'est aussi un outil pour les développeurs, mais qui vont leur permettre de fournir dans leur portefeuille plein de types de titres de propriété et de gouvernance en fait, sur vos fonds différents. Donc là, c'est pas forcément très simple de passer par l'étape de compilation, déjà de comprendre qu'il faut le faire, etc. Je vous montre comment c'est fait, mais dites-vous que c'est pas forcément une étape que vous ferez vous-même. Ici, c'est le site de SIPA. SIPA, c'est c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé sur le standard Miniscript. Donc tout le standard est expliqué ici. Et on a un compilateur intégré. Donc ici, on peut mettre une politique de dépense et cliquer sur le bouton pour compiler. Donc nous, on peut voir à quoi ça ressemble. Par exemple, si je mets un OU entre une clé A et une clé B, on peut voir comment ça compile. Ça a rajouté à l'étape Miniscript mon typage. Ça a rajouté un S2 points, ça a rajouté un underscore B. Ça, c'est ça qu'on va ça, on va le donner à votre portefeuille. Il va tout de suite le comprendre, savoir ah ok, maintenant c'est évident pour moi, on peut dépenser comme ça, on peut dépenser comme ça. Et voici comment on génère les transactions. Et ça, donc l'expression Miniscript est équivalente à la fin à ce script. Si vous voyez ce script, est-ce que vous êtes capable de me dire ce que ça fait? La réponse est oui, mais peut-être après un quart d'heure de souffrance. C'est beaucoup mieux quand même de voir que soit c'est la clé A, soit c'est la clé B. Bon, du coup, on fait notre histoire d'héritage. Donc, soit c'était la clé A, soit c'était la clé B, mais après le timer. Et donc, il faut rajouter un « et » ici pour dire que ce n'est pas seulement la clé B, c'est la clé B après, quand les fonds sont vieux d'un certain nombre de blocs, par exemple. Combien de blocs vous voulez? 10? Allez, ça part sur 10. À 3, vous battez. Bon, allez, je mets 10. Je compile. J'ai mon portefeuille Miniscript, mon expression Miniscript. Je la copie. Et là, il va être temps d'aller dans le portefeuille, un portefeuille qui supporte Miniscript. J'ai déjà pré-rempli 3 clés. Okay, c'est 3 clés logicielles, hein, donc c'est pas des portefeuilles matériels, c'est des clés qui sont directement dans le logiciel. Pour l'exemple, je clique sur le plus pour me faire un nouveau portefeuille. Je choisis Miniscript. Bon, c'est quoi ton application? Là, c'est Nunchuck. Je lui donne un nom, je l'appelle test. Et il propose donc un certain nombre de templates. Vous vous souvenez du expanding multisig et decaying multisig, ces deux exemples que j'ai donnés, là où j'abaisse le seuil ou bien je rajoute un signataire. Il le propose. Et il propose d'autres choses. Par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est strictement équivalent à ce qu'ils appellent Zen Hodl. Mais nous, on va le faire comme si c'était un truc customisé pour vous montrer que vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Et là, il ne nous demande pas la policy, parce qu'on a dit la policy ne caractérise pas le portefeuille. On a fait l'étape de compilation et on va donner l'expression Miniscript. Le portefeuille a compris qu'on avait ces différents cas. Je peux relier la clé B que j'avais appelée B dans mon expression à la clé que j'ai appelée B dans mon portefeuille. Je relie la clé que j'avais appelée A dans mon expression à la clé A dans mon portefeuille. Et maintenant, je suis prêt pour continuer. Oui, donc, vous voyez, il a un peu modifié mon expression. Il a mis end or. End or, c'est soit les deux premières conditions sont satisfaites, soit on passe par la troisième. Les deux premières, c'est la partie héritage. Je crée le portefeuille. Et là, mon portefeuille est capable de recevoir des bitcoins. Je peux envoyer des fonds à cette adresse. Et une fois que j'ai reçu des fonds, évidemment, je peux les envoyer. Je vais vous montrer en... Là, tu peux plus modifier le script. Si tu le modifies, ça te crée un nouveau. Ouais, à chaque fois que je modifie l'expression Miniscript, ça va modifier, en effet. Je vais
Donc, ouais, Nunchuck, c'est aussi sur téléphone, hein, c'est pas mal. Ici, donc, je vous ai fait un portefeuille tuto dans lequel j'ai mis des fonds et j'ai mis une condition de dépense qui est un peu... Ah oui, c'est pas l'ordinateur. Qui est un peu différente. Donc, comment je fais pour... View Wallet Config. Donc là, on voit que j'ai fait un portefeuille où on doit réunir deux conditions parmi quatre des conditions suivantes. Donc en fait, c'est le decaying multisig. Donc le portefeuille... Attendez, j'ai fait quoi là? Ah non, là j'ai fait, je crois, ouais, j'ai fait un 2 parmi, j'ai fait un 2 parmi 3 qui se transforme en un parmi 3, je crois. C'est pas forcément ce que je voulais faire, mais voilà, tant pis. Ok, donc ici on voit que j'ai des fonds, et on voit que le portefeuille est suffisamment intelligent pour comprendre que les fonds sont bloqués. Bon là en l'occurrence on a dépassé la limite temporelle, donc il me dit que les fonds sont déverrouillables, mais on voit qu'il y a une notion de time lock que le wallet comprend. C'est grâce au fait qu'il soit compatible Miniscript et qu'il puisse facilement analyser le portefeuille. Et donc je vais pouvoir dépenser des fonds. Est-ce que je peux le faire ici? Ah non, c'est toujours pas l'ordinateur. Je crois que pour dépenser des fonds, alors je vais d'abord prendre une adresse. Donc je vais renvoyer les fonds à mon propre portefeuille. Je fais envoyer, je mets le montant. Je vais mettre 0.01. Je mets l'adresse de mon propre portefeuille. Je fais la transaction. Et là, comme il y a plusieurs chemins de dépenses, il me propose de choisir ce que je veux satisfaire. Est-ce que je satisfais les deux premières clés, la première clé et la troisième? Ou est-ce que, vu que les fonds ont dépassé le timer, j'utilise le fait qu'on a dépassé le timer et je donne qu'une seule signature? Je vais prendre lui, par exemple. Continue. Et il me dit bien que le timer est résolu et qu'il faut que je rajoute une signature. Je vais prendre la clé A. Et là, je peux envoyer mes fonds. Bref, on a fait un portefeuille, hein, tout simplement. Mais un portefeuille dans lequel on a exprimé manuellement les conditions de dépense et on aurait pu aller très loin selon vos besoins spécifiques. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est très compliqué à mettre en œuvre pour des gens qui ne sont pas trop techniques? Non, c'est pas du tout compliqué parce que j'ai fait le choix, par exemple, disons qu'on utilise Nunchuck. Je vais vous donner un exemple avec un autre logiciel après qui s'appelle Liana. Je fais plus. Bon, il faut savoir qu'il faut rentrer dans Miniscript, il faut donner un nom. Et derrière, en fait, il nous propose des choses déjà faites. Donc, si on voulait un decaying multisig comme ce que j'ai fait, bah, je cliquais dessus et on voit que c'est écrit en français. Bon, en anglais en l'occurrence, mais c'est pareil. Donc là, je peux dire que c'est un 2 parmi 3 qui se transforme en 1 parmi 3 à partir de telle date. Ou bien au bout d'un... Ou bien quand les fonds sont vieux d'un certain nombre de blocs. Voilà. Un Donc, petit tuto pour les héritiers. ouais, ouais, un petit tuto probablement. Et puis il y a un autre portefeuille qui s'appelle Yana. Donc là, quand j'essaye de créer un portefeuille, il me propose Simple Inheritance, c'est l'exemple qu'on a choisi ensemble. Donc je vais choisir par exemple. Et on voit qu'il y a des schémas, donc c'est peut-être plus simple à comprendre dès le début dans quoi on s'embarque. On a une clé primaire et au bout d'un certain temps, une clé d'héritage peut se mettre à signer. Et ensuite, il me demande de choisir ma clé primaire, mon délai, mon timer et ma clé d'héritage. Et on voit que c'est quand même, enfin, abordable, je sais pas, mais plus simple que de passer par Miniscript et tout ça en tout cas. Oui. Parce que les scripts, quand on n'est pas. Ouais, forcément. Ouais, bien sûr. C'est quand même déjà très compliqué. Le seul truc qui peut dérouter dans l'IANA, c'est que une fois que tu passes le time lock et que tu veux utiliser le chemin de dépense de recovery, eh bien c'est dans un menu qui est un peu caché. En fait, Ok. ça s'affiche pas
Donc, si on avait voulu choisir ça, vous voyez, ils nous disent que c'est un 2 parmi 2 qui se transforme en 2 parmi 3. Et après, on n'a plus qu'à remplir les clés qu'on voulait. Voilà, donc il n'y a pas énormément de logiciels qui supportent encore Miniscript. Les hardware wallets, donc Ledger et compagnie, de plus en plus, ils les supportent. Donc vous pouvez enregistrer vos portefeuilles dans votre hardware wallet. Et il va savoir comment faire les signatures. Et en portefeuille logiciel, on a vu, il y a Nunchuk qui est bien parce qu'on peut faire littéralement ce qu'on veut. Liana, on reste dans cette notion de template, c'est-à-dire que c'est toujours un chemin primaire et au fur et à mesure que le temps passe, on active des chemins secondaires. Nunchuk, on peut aller vraiment loin en disant, bah, quoi qu'il arrive, les fonds sont bloqués pendant 1 an, par exemple. Bah, ça, on ne peut pas le faire dans Liana. Voilà, j'en ai fini de ma présentation, si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai pas de questions, mais j'insiste, quoi. Franchement, merci. C'était franchement, c'était un sujet à